Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors nous sommes ravis parce qu'un téléspectateur m'a dit la semaine dernière qu'il fallait que je vous inclue Jean-Yves, donc c'est chose faite. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Avant de lancer le programme de la semaine, je voulais vous remercier là encore pour vos partages sur la plateforme X. L'un des extraits d'Immédiat a fait plus de 3000 retweets, c'est grâce à vous. Alors merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner bien sûr au compte de Jean-Yves Le Gallou et le mien, Floriane Janin, de façon assez classique, qui s'intitule de cette même façon. Bien sûr, sans oublier le pouce en l'air, les commentaires, etc. Comme vous le savez, j'y réponds. Je mets des petits pouces sur ceux que je vois. Le programme de cette semaine, c'est bien sûr l'image de l'évacuation des 450 migrants du théâtre de la Gaîté Lyrique. On reviendra sur cet événement. Et puis, le dossier de cette semaine sera consacré aux journalistes qui sont en train de réécrire l'histoire à Crépol et qui voudraient peut-être tuer Thomas une deuxième fois. Immédiat numéro 532. C'est parti. Si vous vous rendez sur le site de la Gaîté Lyrique, eh bien, Google vous indique que pour l'instant, le lieu est fermé temporairement. Je vous propose de regarder l'évacuation maintenant des 450 migrants par les forces de l'ordre. Alors Jean-Yves, il règne un grand bazar. Vous avez peut-être un commentaire à faire sur cette évacuation? Bah oui, je vous reproche de parler le politiquement correct. Migrant, c'est un terme de novlangue dont on ne parlait pas il y a 5 ans ou 10 ans. On parlait d'immigrés. Où là, en l'occurrence, il s'agit de clandestins, ou pour être plus précis, d'illégaux. Voilà, ce sont des délinquants étrangers illégaux qui sont protégés en fait par l'extrême gauche, puisque le problème de la police dans ce genre d'évacuation, c'est pas seulement le migrant, pour parler le politiquement correct, ou le délinquant clandestin illégal, c'est le gauchiste, l'extrême gauchiste. L'extrême gauchisme qui s'était rassemblé effectivement, peut-être pour les accueillir chez eux? Ah bah ce serait généreux, oui. Je conseille aussi, si on doit les accueillir, il y a beaucoup de conseillers d'État immigrationnistes qui ont de grands logements. Donc ça pourrait être aussi une option, oui, voilà. C'est ça le vrai visage de l'humanisme en fin de compte. Bah oui, bah oui. Je vous propose maintenant de vous plonger dans ces politiques. Que serait un numéro d'Immédiat sans un extrait de ces politiques? C'est Patrick Cohen qui pose une question à Laurent Nunez, vous allez voir. La Gaîté Lyrique au cœur de Paris est occupée depuis plus de 3 mois par 450 migrants mineurs isolés. C'est une salle de spectacle municipale qui ne dispose pas de sanitaire. D'ailleurs, la mairie de Paris a refusé jusque-là de faire appel à la force publique pour forcer l'État à prendre ses responsabilités. Vous avez pris cet après-midi un arrêté pour faire évacuer les lieux. Donc il y a 2 types de questions que je peux vous poser. C'est pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 3 mois et pourquoi lancer une répression contre ces migrants qui n'embêtaient personne. Vous avez un commentaire à faire sans doute, Jean-Yves, sur ce cher Patrick Cohen qui met toujours les pieds dans le plat. Alors toujours un petit correctif, mineurs isolés. Vous savez très bien que les mineurs isolés généralement ne sont pas mineurs, ils ne sont pas isolés puisqu'ils chassent en bande, ils chassent en groupe. Enfin passons. Quand il nous dit il ne gêne personne, il se moque du monde parce que il gênait le voisinage, il gênait notamment, ils ont tué un commerce de proximité, voilà quelqu'un qui travaillait. C'est la fameuse Elia qui était venue témoigner d'ailleurs il y a quelque temps dans les médias. Et qui a peut-être contribué au fait que l'État a finalement décidé à agir.
Donc, ce Patrick Cohen se moque du monde comme d'habitude, mais il faut dire que c'est un de nos meilleurs clients. C'est un des meilleurs clients d'Immédiat. Hein. Eh bien, écoutez, merci Jean-Yves et place maintenant au dossier du jour. Jean-Michel de Cugis, grand reporter police-justice au Parisien, vient de sortir un livre, Une nuit en France, avec 2 autres journalistes. Il a été invité sur France Inter et ce livre est consacré à Crépol. Vous allez voir ce qu'il en dit, c'est assez intéressant. La pression politique est très forte. On parle de francocide, un certain nombre de... Les réseaux sociaux parlent de francocide. Il y a même le procureur de la République qui parle, et c'est là aussi qu'on voit que la justice est sous pression politico-médiatique, et parce que lui, il va parler d'expéditions programmées. Et c'est ça aussi qui va mettre le feu aux poudres. Pourquoi ils ont écrit ça, quand même ? Peut-être que la gendarmerie veut faire du zèle. Peut-être que la gendarmerie, il y a aussi un prisme idéologique qui fait qu'ils se sentent obligés de faire un PV, d'extraire un certain nombre d'auditions du dossier. Il y en a 9 témoins qui disent avoir entendu un jeune dire qu'il veut tuer du blanc. Et donc, à partir de là, ils vont extraire ces 9 témoignages et dire bien que ce meurtre peut avoir un caractère racial. Oui. Et, si vous voulez, ça ne correspond pas. Vous nous dites ce matin non. À la réalité du dossier. Mais non. Vous qui avez enquêté pendant plusieurs semaines, qui êtes allé là-bas, qui avez tout épluché, vous nous dites non. Ils ne sont, pardon d'être, parce que c'est vraiment ça le cœur de. Ils ne sont pas allés là-bas pour tuer un blanc. Tout le dossier montre le contraire. Il n'y avait pas d'intention raciste. En revanche, qu'il y ait eu des insultes racistes échangées de part et d'autre pendant la bagarre, c'est certain. Voilà, Jean-Yves, je vous laisse faire peut-être un premier commentaire rapide avant que je présente un peu plus en détail aux spectateurs le profil de ce Jean-Michel de Cugis. Alors, il y a la volonté d'effacer une partie de la réalité, à savoir le caractère raciste, anti-blanc, de l'agression. Que dit ce PV ? Ce PV fait la synthèse de 9 témoignages. Donc, c'est pas quelqu'un qui aurait entendu quelque chose. C'est quelque chose qui a été répété, et il y a la volonté, évidemment, de mettre ça sous la table, de camoufler la réalité. Et alors que la justice n'a pas avancé en 18 mois, on nous dit à vous, Jean-Michel de Cugis, vous avez fait une enquête, voilà. Alors Jean-Michel de Cugis, d'ailleurs, a fait cette enquête accompagné de 2 journalistes, Marc Le Plongeon et Pauline Guéna, donc la femme qu'on entend à la fin de cette intervention, de cet extrait que je vous passe. Jean-Michel de Cugis, c'est un habitué du Bobard, Jean-Yves. Il avait déjà, après les tueries de Mohamed Merah, déclaré que c'était un individu qui avait un passé néo-nazi, une piste qui était purement spéculative et qui avait été ensuite largement reprise par la presse puis écartée dans un second temps. Mais le mal est déjà fait une fois qu'on l'a dit. Il avait également annoncé l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, ce qui avait permis de relancer un peu ce dossier qui était enfoui, puisqu'on n'a toujours pas finalement de traces de cet individu. Il avait également parlé de Philippe Koopman. Il avait tout minimisé en prétendant que c'était en fait un pédophile qui s'était fait piéger, que donc c'était pas grave. Voilà, il a ses habitudes, ce reporter, ce grand reporter. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'il multiplie les bobards, les gros bobards. Merah, Dupont de Ligonnès, retrouvé en Écosse, Koopman, il multiplie les gros bobards, mais il continue d'accéder, il a toujours le poste police-justice aux Parisiens, et il continue d'accéder aux médias. Non pas malgré ces bobards, mais grâce à ces bobards. C'est parce qu'il ment, c'est parce qu'il intoxique que c'est un grand journaliste, un grand intoxiqueur.
D'ailleurs, donc pourquoi est-ce qu'il a son accès? C'est sans doute aussi parce qu'il a écrit un livre avec ces deux individus, Marc Leplongeon et Pauline Guénat, qui s'intitule La Poudrière et qui revient finalement sur le danger de l'extrême droite. Marc Leplongeon, d'ailleurs, Jean-Yves, je vous propose, on l'écoute tout de suite parce que, donc, non content d'avoir été invité sur France Inter pour proférer ce genre de choses de la part de ce spécialiste, son équipe, les co-auteurs, a été invitée également sur ces politiques, donc on les écoute pour une deuxième fois. Mais la circonstance aggravante d'insultes racistes n'a pas été retenue par les magistrats. Non, pas à ce stade. Elle sera peut-être demandée, elle sera peut-être examinée. Il faut aussi remettre un petit peu dans le contexte qu'est le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite. Qui fait appel à des notions de submersion migratoire et où les Blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. En tout cas, la justice n'en conclut pas que c'est un geste qui a été prémédité et que c'est pas parce qu'ils disent des insultes anti-blancs au moment de la rive qu'ils veulent tuer du blanc. C'est extrêmement intéressant, tous ces développements. C'est la volonté de nier qu'il puisse y avoir un racisme anti-blanc. Pourquoi ? Parce que le racisme des Blancs, le racisme réputé systémique des Blancs, c'est ce qui permet la domination des Européens, c'est ce qui permet de légitimer l'invasion migratoire, c'est ce qui permet de légitimer une sorte de réparation post-coloniale ou antiraciste. Et donc il faut absolument interdire l'idée qu'il puisse y avoir du racisme anti-blanc, qu'il puisse y avoir des francocides. Et c'est toute la démarche de ces trois journalistes qui sont non pas des journalistes d'investigation, mais des journalistes d'intoxication. Quand on dit d'ailleurs un journaliste d'investigation, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste d'investigation ? C'est un journaliste qui travaille avec la police et la justice pour avancer dans le cadre d'un agenda politique. Voilà. Et donc, il y a la justice ou la police qui passe des informations, ou les avocats, en l'occurrence, là, les avocats des criminels. Et donc, le journalisme d'intoxication, il vise à faire passer un message à partir de sources policières ou judiciaires sélectionnées. On l'a vu avec ce qu'ils ont fait avec La Poudrière, qui était un livre fait à partir de ragots de police. Voilà, ça c'est le journalisme d'intoxication. Alors, ce qui est intéressant quand médias et justice jouent la même partie, c'est par exemple l'interpellation de Damien Rieu hier, qui a été convoqué par la direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au 36, donc parce qu'il avait divulgué les identités des auteurs du meurtre de Thomas. Donc, d'un côté, on efface la réalité médiatiquement, de l'autre, on attaque juridiquement ceux qui la disent, ceux qui la dévoilent. Absolument. Alors c'est intéressant, c'est triste dans cette affaire de Crépol, c'est que pour le moment, la justice n'a pas avancé sur les poursuites sur les coupables. On attend le procès. Pour le moment, il y a un certain nombre de personnes qui sont en détention préventive et qui s'amusent sur les ordinateurs, l'un des sur suspects Instagram. se filme et fait des stories de lui en train de fumer des pétards. Donc tout a l'air d'aller bien. Tout va bien pour les délinquants. Par contre, il y a déjà eu de la répression pour ceux qui ont dénoncé ces délinquants. Damien Rieu a été convoqué effectivement au 36 quai des Orfèvres pour avoir révélé un certain nombre de choses sur le crime de Crépol. Il y a des jeunes tweetos qui ont été condamnés pour des tweets. Et il y a eu des garçons qui ont fait 2 mois de préventive, 4 mois, je crois. ou 4 mois sans base légale, simplement parce qu'ils avaient voulu manifester du côté du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Et le propre maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Torraval, explique « Parce que j'ai voulu dire les choses, c'est moi qui me trouve en accusation ». Donc on voit qu'il y a une inversion des valeurs, il y a ce que j'appelle l'anarcho-tyrannie, une grande faiblesse
dans la répression de la délinquance, ou en tout cas on traîne beaucoup, on essaye de noyer le poisson, et puis une grande fermeté vis-à-vis de tous ceux qui posent des problèmes et qui, pour eux, la justice va pouvoir être rapide avec l'appui des médias. Il y a évidemment une connexion justice-média contre, au fond, les Français et contre les victimes. On tient là notre conclusion, Jean-Yves. Place maintenant aux pastilles de l'information. Jean-Yves, direction Villeneuve-Saint-Georges, et on va s'intéresser au cas Louis Boyard qui, 1 mois et demi seulement après les élections partielles municipales où il était tête de liste, eh bien, il se retrouve déjà mis sur la touche par ses colistiers. Il avait passé donc 7 élus. Il n'est maintenant plus que seul avec encore un de ses colistiers qui reste à ses côtés. Les 5 autres ont décidé de faire bande à part. Qui a repris donc tout ça? C'est Mamadou Traoré qui était donc dans la liste en 3e position, qui a embarqué avec lui Mohamed Ben Yaklef, Juliette Gabbo, Insaf Cheban ainsi que Alpha Camera. Jean-Yves, vous avez un commentaire à faire, j'imagine. Ben oui, ça s'appelle le grand remplacement. Monsieur Louis Boyard, qui était le candidat blanc et les filles porte-parole de la liste, s'est fait putcher par ses colistiers issus de l'immigration, ou créolisés, comme on dirait aujourd'hui, chez les filles. Et donc, ben voilà, comme dirait Renaud Camus, le sort des remplacistes et d'être remplacé. Monsieur Louis Boyard est remplacé, comme tous ces zigotos d'extrême gauche de LFI ont vocation à être remplacés dans toutes les banlieues de l'immigration, où finalement ils ne sont plus utiles, parce que au fond ces gens issus de l'immigration, qui ont le droit de vote par les facilités du Code de la nationalité française, peuvent se dire après tout, pourquoi pas nous? Pourquoi avons-nous besoin de ces gens extérieurs pour nous représenter? On a, au fond, un développement ethnico-racial dans les banlieues, et les filles n'y échappent pas. Je vous propose d'écouter Rima Hassan, qui avait tenu justement un propos qui va un peu dans votre sens, Jean-Yves. Elle parlait des porte-paroles. On peut l'écouter. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés, et non pas de porte-parole éloignés de ses réalités. Cette époque du porte-parole est révolue. Nous la voulons derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. C'est d'une clarté lumineuse. Le nous, c'est le nous ethnique. Le nous ethnique des Arabes ou des Noirs, des non-blancs. Et elle dit cela en regardant Mathilde Panot. Le porte-parole est terminé. C'est toi, cocotte, là, tu vas dégager, tu vas passer à l'échafaud. Et d'ailleurs, Mathilde Panot, elle est consciente, parce qu'on le voit au début, elle tarde à applaudir. Quand la foule applaudit, elle se met à applaudir. Vous savez, quand on applaudit, elle sait que son compte est bon et qu'elle sera dégagée. C'est le grand remplacement. Une information dont vous n'avez sans doute pas entendu parler, mais qui a quand même sa petite importance. BFM Paris-Île-de-France a fermé sa chaîne, a fermé ses portes après 8 années d'existence. Ça n'a pas fait un bruit. Heureusement qu'ils étaient là même pour en parler, parce que les seuls articles qui en parlent sont des articles de BFM TV, BFM TV d'ailleurs Paris-Île-de-France, pour remercier les spectateurs de leur fidélité. Mais manifestement, il n'y avait pas plus beaucoup de téléspectateurs, il n'y avait plus de moyens. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, Jean-Yves? C'est la fin de la presse régionale, peut-être? Le début de la fin? Non, enfin, je crois que c'est surtout la crise de BFM. Oui. Voilà. À partir du moment où BFM est totalement politiquement correct, sur le politiquement correct en Ile-de-France, vous avez France 3 Ile-de-France qui fait très bien le travail.
Et donc BFM n'apporte rien de plus. Il y a un créneau pour dire autre chose. Mais à partir du moment où BFM répète les mêmes sornettes que France 3 Île-de-France, quel intérêt ? Une autre chaîne en pleine transformation, cette fois-ci, et non pas en pleine fermeture, il s'agit de France Télévisions et ça bouge, ça bouge, ça bouge. Jean-Yvon va le voir, c'est véritablement les chaises musicales. Muriel Plénet vient d'être nommée à la tête de France Info. Donc, Nathalie Saint-Cricq lui succède, elle prend donc sa place pour la rédaction nationale de France TV. Nathalie Saint-Cricq, c'est un peu la dynastie Duhamel. Jean-Yves, je vous laisse peut-être faire la présentation de cette grande famille médiatique, politique et artistique aussi, parce qu'ils font de tout, ils sont éclectiques dans la famille. Alors, surtout, sur le plan média, ils contrôlent tous les terrains. C'est-à-dire que vous avez Nathalie Saint-Cricq, qui est sur le service public, son fils Benjamin Duhamel, qui est sur la télé privée BFM TV, et vous avez surtout le frère de Nathalie Saint-Cricq, qui est le patron de la presse dite républicaine du centre de la France, c'est-à-dire la PQR du centre de la France, c'est la famille Saint-Cricq. C'est sans le oublier frère, Alain Duhamel. sans oublier Alain Duhamel et tout. Mais je crois que c'est important de reconnoter avec la presse quotidienne régionale. Et alors, figurez-vous, c'est une presse extrêmement brillante, la presse quotidienne régionale de la famille Saint-Cricq, parce que je voyais, il y a 17 classes qui vont être fermées, primaires, qui vont être fermées dans le département de l'Indre, et le journal L'Écho républicain titre « 2 classes restent ouvertes ». Vous voyez le traitement de l'information. Eh bien, c'est le traitement de l'information par la famille Saint-Cricq. On montre ce qu'on veut montrer, on cache ce qu'on veut occulter. Et c'est pour ça que toute cette famille progresse dans la PQR, dans la presse, dans la télévision publique et dans la télévision privée, occultée et déformée. D'ailleurs, Jean-Yves, Muriel Plénet prend ce poste parce qu'elle succède à Laurent Delpech. Il y avait donc un trou parce qu'il a été écarté par une motion de censure de la part de la rédaction suite à l'organisation d'un débat très sérieux sur s'il était opportun de faire de Gaza une destination touristique. Donc là, on voit bien le monde journalistique qui s'affronte finalement entre Israël et Palestine sur la bande de Gaza. Et ça, voilà. Et ça peut être dramatique pour son poste quand on prend un certain positionnement. Tout cela, ça a vraiment beaucoup d'importance sur téléspectateurs. On va essayer de vous expliquer pourquoi et de vous le faire comprendre. Parce que, en fait, France Télévisions est en train de vivre beaucoup de modifications en interne. Il n'y a pas que ce jeu de chaises musicales, des places, de qui devient directeur de quoi, de qui. France Info, bientôt, va gagner en visibilité. Ils vont changer de numérotation sur la TNT. Ils sont actuellement au canal 27, ils vont désormais atterrir sur le canal 16. Mais il y en a également France 4 qui va arriver, elle, sur le canal 4 de la TNT, à la place d'ailleurs d'une chaîne de Canal+. Donc il y a beaucoup de mouvements. Jean-Yves, vous avez une explication à nous faire sur ces positionnements sur la TNT et pourquoi est-ce que c'est important ? Alors, il y a 2 manières de gagner des parts de marché, de gagner des spectateurs. C'est de répondre à leurs demandes, par des bonnes émissions ou en parlant des problèmes qui les intéressent et avec un angle qui n'est pas toujours l'angle politiquement correct. C'est évidemment pas ce que fait le service public. Et donc, pour gagner des parts de marché, ils bricolent l'accès auprès des téléspectateurs, notamment en changeant les numéros d'accès, parce que c'est ainsi, les grandes chaînes, il y a un côté très historique, hein. Il y a la 1, il y a la 2, il y a la 3, et donc la 4, si on met la 4 en 4, ça va gagner de la visibilité. Si on met France Info juste derrière BFM TV et CNews, ils vont gagner en facilité d'accès. Donc, on fait tout ce petit bidouillage pour pouvoir
non pas répondre à la demande des gens, mais pour pouvoir en intoxiquer davantage. On bricole la zapette, en fait. On bricole la zapette, voilà. Alors, il y a d'autres choses à comprendre, parce que donc il y a ces changements de numéro, mais il y a aussi des enjeux politiques qui arrivent pour France Télévisions. En effet, Télérama nous dit qu'en coulisses se joue une étonnante partie, puisque, vous le savez, on en parlait la semaine dernière, la future patronne ou patron, mais j'aurais tendance à dire patronne de France Télévisions va changer le 22 mai donc. Delphine Ernotte peut-être va être renouvelée ou alors il y aura un ou une remplaçant. Mais également, il y a un vieux rêve au sein de l'équipe de Macron qui est d'ailleurs soutenu actuellement fermement par Rachida Dati, c'est de faire une sorte de BBC à la française. Et ça, ce serait une holding qui contiendrait France Télévisions, également Radio France, également France Média Monde et aussi l'INA. Et tout ça deviendrait une sorte de giga plateforme unique qui serait donc concurrentielle des autres grosses plateformes de diffusion. Et donc, Delphine Ernotte, je le disais, Télérama nous dit également qu'elle a des chances de conserver son fauteuil. C'est visiblement un secret de Polichinelle qu'elle souhaite se représenter. Donc Télérama nous le confirme cette semaine. D'ailleurs, elle peut s'appuyer sur un petit satisfecit qui a été livré par l'Arcom de façon bien pratique en janvier. Et il faut souligner que dans cette bataille politique, donc il y aura Delphine Ernotte qui est pour ce projet de regroupement, cette holding, il y a la PDG de Radio France, Sybille Veil, qui elle est un peu plus mesurée sur le projet, qui est même plutôt hostile. Il y a beaucoup d'intérêts convergents là sur cette période. Bon, Ernotte, c'est une grande politiquement correcte. Donc, elle mérite de garder son poste. Elle a rendu beaucoup de services, elle peut encore en rendre. L'idée d'une grande machine, alors les grandes machines, ça coûte cher. C'est compliqué, il y a des holdings, mais c'est un avantage. Quel est l'avantage de restructurer ? C'est que vous pouvez purger, vous pouvez promouvoir. C'est-à-dire que quand on bouscule, on peut remettre devant les personnes les plus complaisantes par rapport aux intérêts politiquement corrects. Donc il y a un vrai intérêt pour le pouvoir à ce jeu qui peut paraître assez stérile, mais quand on réorganise, on désorganise aussi, et c'est le but. Mais symboliquement, ce serait intéressant si Delphine Ernotte conserve son siège, parce qu'elle ferait un mandat plus long que les mandats des présidents. C'est quand même unique. 5 ans pour un président, c'est possible de le faire 2 fois. On est en train de se questionner si Macron va réussir à obtenir un 3e mandat. Pour Delphine Ernotte, visiblement, ça ne pose de problème à personne. Donc il y a déjà un chemin qui lui est grand ouvert devant elle. Mais elle le mérite. Et pour finir ces pastilles, revenons sur cette information qui vous a sans doute touché. Le manuel de survie, Jean-Yves. Et oui, une grande idée du gouvernement. Un manuel de survie va être envoyé à tous les Français, à tous les foyers français. Et on s'interroge actuellement sur ce qu'il va contenir. Europe 1 a eu des informations, visiblement, nous indiquant que ça permettrait d'éclairer les situations de conflit armé ou de crise sur le sol français, sur ce qu'il faudra faire. Libération, en revanche, nous dit que l'état de guerre n'y sera pas traité. En tout cas, ça permet d'agiter encore une fois la sonnette d'alarme sur nous sommes en guerre. Les peurs, c'est la stratégie de la peur, c'est la stratégie du chaos. On veut faire peur aux gens et ça marche un peu. Ça marche en particulier sur les catégories les plus âgées, qui sont aussi celles qui votent le plus. Et donc ça marche. Mais Macron est coutumier du fait. Déjà au moment du Covid, il nous avait dit c'est la guerre, nous sommes en guerre. Là, il continue avec les numéros qu'il a fait sur la Russie. Et puis le petit kit de survie va en rajouter une couche d'angoisse. Ce qui, franchement, n'est pas forcément ce qui est le plus positif pour le pays, ni pour sa vitalité physique, ni pour sa vitalité économique.
Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Je vous le rappelle, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Si je soulève les deux, peut-être que vous serez 2 fois plus à le faire. Ce serait formidable, en tout cas, parce que cela aide réellement l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas également à laisser des commentaires. Ça se passe juste en dessous. Comme je vous le rappelle chaque semaine, on les lit. Jean-Yves, on ne laisse pas nos téléspectateurs tout seuls. Ils ont bien sûr le portrait piquant et cette semaine c'est une rediffusion. Delphine Ernotte, Mais oui, c'est bien elle à le propos. mérite. C'est bien Elle à le propos. vaut bien. Elle le Parce vaut qu'elle bien. le vaut bien. La patronne de France Télévisions. Merci à tous. On se retrouve très vite sur TVL et d'ici là, portez-vous bien. Delphine Ernotte, née en 1966 à Bayonne, a fait toute sa carrière à France Télécom, devenue Orange, avant de devenir la patronne de France Télévisions. Elle est diplômée de l'École centrale de Paris. Elle rentre à France Télécom en 1989 comme analyste financière et sera tour à tour ingénieure économiste, directrice de la communication et enfin directrice générale en 2011. À la surprise générale, le 23 avril 2015, Delphine Ernotte est élue par les membres du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la présidence de France Télévisions pour une durée de 5 ans. Cette nomination cause une intense polémique, car elle n'a jamais été journaliste et n'a jamais dirigé de médias. Elle est dénoncée comme une preuve supplémentaire de la mainmise de l'entre-soi politico-économique sur le monde médiatique et notamment sur les médias publics. Olivier Schrammeck, président du CSA, a en effet changé la procédure d'usage le jour du scrutin, ce qui a permis de favoriser l'élimination de candidats plus sérieux. Une plainte pour abus d'autorité et trafic d'influence a été classée sans suite par le parquet de Paris en juillet 2016. Elle est reconduite pour un second mandat en juillet 2020. Delphine Ernotte n'est pas encartée dans un parti. Cependant, une partie de son entourage est très marquée à gauche. Son directeur de cabinet, Stéphane Sidbon-Gomez, était conseiller de Cécile Duflot au ministère du Logement. Son assistante, Catherine Bessis, est conseillère municipale à Paris et militante PS. Son conseiller en communication, Denis Pingot, est un visiteur du soir de François Hollande. Membre du Club Le Siècle, elle a un fil rouge dans son action. Évincer le mal blanc. Pardon, je me suis trompé. Ma prononciation est défectueuse. Éliminer le mâle blanc de l'antenne et de tous les services de France Télévisions. Je cite sa déclaration, surprenante, sur Europe numéro 1 le 23 septembre 2015. Je cite, « Il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, résonne avec son public. » Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que ce n'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. Elle réitère sur Le Monde en novembre 2020. Je cite, « D'après le CSA, les personnes perçues comme non blanches représenteraient environ 25% de la société française contre 15% à la télévision. On a un énorme rattrapage à faire. Ce sera le fil rouge de mon nouveau mandat. » Fin de citation. 200 ou 300 000 migrants extra-européens s'installent en France chaque année. Delphine ne va pas manquer de candidats.